Allez, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cet atelier sur la présentation de deux retours d'expérience sur le thème du recyclage et de la reconversion. Cet atelier fait suite à la première rencontre du recyclage urbain qui s'est tenue le 19 novembre dernier et je laisserai Thomas faire un bref rappel de cette journée. Alors, pour vous exprimer le déroulé de cet atelier, nous aurons de 9h45 à 10h15 la présentation de ces deux expériences. Un projet issu de la collectivité de Sainte-Geneviève-des-Bois, présenté par Marion de Rosier, qui s'intitule La piscine d'en face. Et le deuxième projet, présenté par Vincent Roy, qui concerne un projet d'initiative privée sur un atelier qui s'appelle Make It Marseille. Et j'en profite à cette occasion pour le remercier parce qu'il a remplacé au pied levé l'intervention de Coco Velten, qui n'a pu être là aujourd'hui à cet atelier, qui s'en excuse. Ensuite, nous laisserons la place à un échange entre les participants et les intervenants. Pour ce faire, je vous invite à poser les questions sur le chat. Comme ça, nous pourrons les synthétiser, les restituer lors de cette discussion. Et ensuite, de 10h45 à 11h, nous effectuerons la conclusion de cet atelier et nous vous inviterons à suivre les autres ateliers si cela-ci vous intéresse. Donc, je laisse la parole à Thomas. Ok, merci Valérie. Bonjour à tous. Alors, avant de laisser la place à nos deux intervenants qui présenteront donc leur projet et leur retour d'expérience, je vais faire un petit rappel de la démarche et du sujet sur lesquels on s'investit aujourd'hui avec la gamme et le CEREMA. Alors, effectivement, c'est une démarche partenariale inédite entre nos deux structures. Donc, la gamme, c'est l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Et le CEREMA, on travaille donc sur ce sujet du recyclage urbain. Alors, pourquoi ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, à travers ce cycle de rencontres, c'est de sensibiliser les acteurs de l'aménagement du territoire à cet enjeu du recyclage urbain pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une nécessité, un enjeu de sobriété foncière. Alors, vous le savez peut-être, l'année dernière, l'État a donné une trajectoire pour atteindre à terme ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, ça veut dire une consommation d'espace quasi nulle. Et puis cette année, la ministre de la Transition écologique a affiné cet objectif, a précisé la première étape de cette trajectoire en indiquant vouloir diviser par 2 la consommation d'espace d'ici 2030. Et c'est un objectif qui a déjà été repris aussi par la région dans son document de planification. Donc, on est dans cet enjeu de sobriété foncière. Ça nécessite de fabriquer la ville autrement, d'imaginer le territoire autrement. Et cet autrement, c'est travailler sur l'urbanisme circulaire. Alors, c'est quoi l'urbanisme circulaire? Donc, c'est ce que vous voyez sur ce petit schéma. C'est de passer d'un aménagement linéaire qui, en fait, utilise un espace agricole pour ensuite l'urbaniser. Et ensuite, cet espace urbain, à terme, vieillit et délaissé, devient friche. Et on reprend à chaque fois un espace naturel ou un espace agricole pour refaire la ville. Et donc là, en fait, on est sur un modèle extensif non vertueux. L'urbanisme circulaire, c'est finalement de réutiliser ces friches-là et d'en faire une ressource. C'est comme avec des déchets, avec l'économie circulaire, on utilise les déchets produits pour en faire une ressource et reconstruire la ville sur la ville. Donc voilà, on s'intéresse à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire en fait sur ce travail partenarial? On a souhaité faire un travail de benchmarking, donc de comparaison, de montrer des exemples d'opérations de recyclage urbain. Alors, à la fois sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence, mais également en dehors de ce territoire et même au-delà de la région. Et donc, on a une trentaine d'exemples mis sous forme de fiches qui seront bientôt disponibles sur les sites internet du CEREMA et de la gamme, et qui montrent un petit peu les freins, les leviers rencontrés par les porteurs de projets sur différentes opérations, qui sont des opérations diverses. Et l'idée, c'est d'aider tous les acteurs du territoire, en prenant connaissance de ces fiches et de ces expériences, d'avoir des idées sur la façon dont on pourra répliquer des opérations de recyclage urbain et savoir un petit peu les leviers qui permettent
passer outre les difficultés de ces opérations. Alors, on a donc ce travail de fiche de benchmarking qui sera donc diffusé bientôt sur nos sites internet. Et on a organisé donc une série donc de webinaires, de rencontres du recyclage urbain. On est aujourd'hui sur la deuxième série de webinaires. Le premier webinaire a eu lieu jeudi dernier. C'était un peu le webinaire de plénière, on va dire, de ces rencontres. Et on était plutôt contents puisqu'on a réussi à réunir près de 120, 130 personnes durant ce premier webinaire, et avec une table ronde qui réunissait différents acteurs de l'aménagement du territoire. Il y a eu des débats très intéressants, et qu'est-ce qu'on retient, si je dois résumer en une minute ce qui s'est un peu dit durant ce webinaire, c'est qu'on a un peu identifié les conditions du succès des opérations de recyclage urbain. Elles sont de trois types. D'abord, il y a un enjeu de repérage et de connaissance du foncier. Il faut savoir en fait quels sont nos potentiels de recyclage. Et effectivement, on voit bien et on le verra à nouveau aujourd'hui, qu'il n'y a pas que des friches industrielles qui permettent de faire du recyclage urbain. Donc le potentiel foncier, il est plus important que ça, et il faut réussir à l'identifier. Le deuxième point important, c'est que ça nécessite une forte implication de tous les acteurs, parce que c'est beaucoup plus aisé, a priori, effectivement, de faire de l'étalement urbain, de construire sur un terrain nu. Faire du recyclage urbain, ça nécessite quand même beaucoup d'énergie pour renouveler un site et faire face à pas mal de contraintes et de coûts. Et donc, la question des coûts, c'est aussi un élément qui a été beaucoup abordé la semaine dernière, avec beaucoup de demandes disant quels sont les moyens, les subventions, les appels à projets possibles, etc. Parce qu'effectivement, le recyclage urbain, ça a un surcoût, ça peut avoir des surcoûts, avec des travaux de démolition, des travaux de mise aux normes, de désamiantage, de dépollution, etc. Et donc, il faut faire face à ces surcoûts pour favoriser le recyclage urbain. Et même si on a montré au premier webinaire que sur le long terme, le recyclage urbain aussi était favorable, et l'étalement urbain avait des surcoûts que n'a pas le recyclage urbain. Donc, je ne reviens pas sur l'intégralité du webinaire. Vous pourrez retrouver des éléments de ce webinaire sur les sites internet de la GAM et du CEREMA. Et voilà un petit peu ce qu'on a indiqué lors de ce webinaire. Alors, un élément aussi important qu'on a montré lors de ce premier webinaire, c'est qu'en fait, le recyclage urbain, c'est quelque chose de multiple. Et on va le voir aujourd'hui à travers plutôt les exemples durant ce premier atelier de 9h30 à 11h. On va s'intéresser au projet de reconversion, de changement de destination. Alors, qu'est-ce qu'on appelle reconversion? Ça veut dire qu'on utilise un site avec une enveloppe existante, sans forcément le transformer, sans le démolir. On réutilise un site et on change l'usage. Donc là, vous avez les deux photos en haut à gauche. Ce sont des photos de la friche de la Belle de Mai à Marseille, qui est une ancienne manufacture de tabac qui a été reconvertie en lieu culturel. Donc ça, c'est une première forme de recyclage, et en fait, on verra avec les deux exemples présentés aujourd'hui durant cet atelier comment les autres types de reconversion. On a d'autres types de recyclage urbain. On a la densification-intensification. Donc là, c'est la photo en haut à droite. On parle plutôt de surélévation de bâtiments. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de changer l'usage, mais ça peut être de donner une capacité complémentaire à un site, à un bâtiment. Et ce sujet-là va être traité par un atelier qui aura lieu de 11h à 12h30. Ensuite, on a ce qui est plus courant et plus convenu quand on parle de recyclage ou de renouvellement urbain, c'est la démolition-reconstruction. On a tous en tête, on parle de renouvellement urbain, une friche industrielle qu'on démolit et sur laquelle on construit un nouveau quartier. Donc ça, c'est un sujet aussi important du recyclage et qui sera traité dans l'atelier de cet après-midi de 14h. Et enfin, on a aussi identifié la démolition-renaturation comme une forme de recyclage plus originale et moins courante. Mais ça existe aussi, donc c'est le fait de passer d'un espace urbanisé à un espace renaturé, ou du moins un espace revégétalisé. Voilà un peu les différentes formes de recyclage urbain, et on va s'intéresser maintenant spécifiquement au type de reconversion. Voilà Valérie, je te laisse la main, ou je poursuis peut-être sur les 2-3 exemples avant de te laisser la main, pardon, excuse-moi. Donc, sur les exemples de reconversion, avant de passer la main effectivement à nos deux intervenants d'aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, la reconversion, elle est multiple. Et ce qu'on montre en fait dans les fiches de benchmarking qui seront disponibles sur le site internet, c'est que c'est multiple.
On a identifié, vous trouverez sur ces fiches de benchmarking, l'exemple du data center sur le port de Marseille. C'est une ancienne base de sous-marins qui a été transformée en data center. On a un exemple également de station-service qui a été transformée en boulangerie. Donc ça, c'est des exemples aussi qu'on voit sur nos territoires assez régulièrement. Et on a aussi mis en évidence le projet Coco-Velten qui a été effectivement évoqué par Valérie en introduction, qui est un ancien bâtiment vacant utilisé par des services de l'État et qui aujourd'hui est utilisé comme un lieu culturel, un lieu à vocation sociale. Voilà Valérie, je te laisse la main pour la suite. Merci. Voilà. Donc voilà, maintenant nous allons les deux inter... Je suis placé en mode buée là. Je n'ai plus la main là. On a un problème technique là, je n'ai plus la main, voilà. Voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. J'avais un problème technique. Donc, nous allons vous présenter maintenant, les intervenants vont présenter leur projet. Donc, Madame Marion de Rosier, qui est directrice de la piscine d'en face et qui va vous relater son expérience pour la mise en place de ce projet. Donc, je laisse la place à Madame de Rosier. Bonjour. Du coup, vous pouvez me donner la main sur le document. Alors, ça ne fonctionne pas. Bon, je peux peut-être commencer en attendant. Donc, bonjour à tous. Marion de Rosier de la piscine d'en face à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne. Voilà, donc je vous présente le projet de reconversion de l'ancienne piscine municipale de Sainte-Geneviève-des-Bois. Cette piscine a fermé pour des causes de vieillissement. Voilà, elle était trop ancienne et les réparations devenaient trop coûteuses. Cette décision est arrivée en même temps que le transfert de compétences des équipements sportifs aux agglomérations. Donc, du coup, une nouvelle piscine a été construite par l'agglomération juste en face de l'ancienne piscine municipale. Ce qui a créé une friche puisque l'ancienne piscine municipale est restée fermée durant 11 années. Donc, pendant ces 11 années, la municipalité, les différentes municipalités ont réfléchi à plusieurs projets. On a imaginé une salle de spectacle, différents projets. On a même imaginé la destruction. Voilà, ok. Donc, c'est bon. Pardon, je reviens. Donc, voilà, la piscine de façon assez brute. Donc, voilà, même la démolition a été envisagée. Et puis, finalement, au cours des réflexions, il a été décidé de réfléchir à une reconversion de ce lieu et d'en faire un lieu innovant. Avec une idée qui se concrétise vraiment en 2016. Et là, vraiment, le projet démarre en 2016. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, on est dans un bâtiment qui est très inspirant. Voilà, il y a de la couleur, il y a de la matière, il y a des souvenirs, il y a des références communes. Donc, on part quand même sur un environnement très inspirant. Au niveau du cahier des charges, la municipalité avait remarqué notamment que les auto-entrepreneurs n'avaient pas les moyens en fait, de prendre un local commercial et qu'ils étaient donc en télétravail et que c'était un frein en fait au développement de leurs activités. Donc ça a été à peu près le premier démarrage, le premier objectif du cahier des charges de ce projet. Pour la définition un petit peu précise des objectifs de ce projet, la municipalité a vraiment souhaité interroger les habitants. Ça a vraiment été une partie importante du projet et a donc créé un groupe extrêmement éclectique d'habitants, donc éclectique en termes d'âge. Voilà, on avait des représentants associatifs, on avait des lycéens, on avait des enseignants, on avait des ouvriers. Voilà, il y avait la volonté d'avoir des profils très, très différents. Et donc, ce groupe d'habitants
a été encadré par un cabinet spécialisé qui a fait travailler donc, les habitants sur la définition des objectifs de ce lieu. Donc, ils ont travaillé sur maquette. Enfin, il y a eu plusieurs ateliers. Les enjeux qui ont accompagné ce travail de concertation avec les habitants, c'était penser à un nouveau type d'économie qui ne passe pas que par l'argent, créer la rencontre entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble dans l'objectif de créer des projets atypiques et innovants, redonner vie à une friche où l'histoire des habitants est assez forte, hein, piscine municipale, on y passe ses vacances, on y apprend à nager, donc les habitants y étaient attachés, donc il y avait la volonté de garder cette histoire et de la faire perdurer, proposer aux habitants d'être acteurs de leur territoire à travers cet outil, amener une dimension de développement durable autour du projet. Donc, après toutes ces réflexions, 2 missions principales ont été déterminées, donc toujours par les habitants. Donc, la volonté d'accueillir des artistes, des entreprises et des associations dans des locaux à l'année. Donc là, on parle de location de locaux à l'année avec un tarif modéré. Donc, il faut savoir que les associations payent 8,80 € du mètre carré à l'année et les entreprises 12,80 € du mètre carré pour leurs locaux. Et on est sur un fonctionnement collaboratif. Alors là, je m'explique un petit peu. En fait, les loyers payent strictement les charges. Et en échange de ce petit tarif qui n'existe pas sur le marché de l'immobilier, on a inventé un système de troc. Donc, en fait, les locataires doivent nous proposer des choses en échange. Alors, c'est très diversifié. Ils peuvent nous mettre à disposition du temps, du matériel, des compétences. Voilà, c'est très, très ouvert, mais on a imaginé ce système de troc pour que tout le monde puisse mutualiser ses forces et aider au développement et au fonctionnement du lieu. Et la deuxième grande mission du lieu, c'est de proposer un programme d'animation ultra éclectique. Moi, je viens du domaine culturel, donc je suis plutôt habituée à écrire des projets artistiques, etc. Là, on n'écrit pas vraiment de projet, puisque l'idée, c'est vraiment de rassembler les gens le plus largement possible autour de ce lieu. Donc, on a une programmation qui va du loisir au culturel. Voilà, c'est vraiment extrêmement large. Sachant qu'on a été attentif justement sur ce point d'animation, puisque moi, pendant le montage du projet, évidemment, je suis allée sur beaucoup de lieux, j'ai beaucoup prospecté. Et quand même, dans les tiers-lieux que j'ai pu découvrir dans les grandes villes de province, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait quand même une certaine population assez ciblée quand même qui fréquentait ce type de lieu, à savoir les bobos. Hein. Aujourd'hui, c'est un groupe social identifié, donc on peut en parler comme ça. Voilà, donc nous, on a fait très attention à ça, sachant que la piscine est à la lisière du quartier prioritaire. Donc, on ne voulait vraiment pas exclure voilà, les gens du quartier prioritaire. Pour nous, c'était une évidence qu'en tant que voisins, ils devaient avoir leur place dans ce lieu au même titre que tout le monde. Dans le déroulé un peu du montage du projet, donc lancement, réflexion du projet en 2016. Et donc, moi, j'ai été embauchée en février 2018 donc pour développer le projet. Donc, quand je suis arrivée en février 2018, je n'ai pas la main toujours sur le… Ça ne marche pas? Non. Non. Vous voulez que j'aille sur… Vous reveniez à la première diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en février 2018, la piscine était comme ça. Hein. Donc, vous voyez, moi, j'arrive, je suis embauchée. Donc, notamment à droite, on voit le bassin. Donc, la piscine est désaffectée, il y a des rats dedans. Voilà. Donc, la mission, la mission est déjà définie. On a les 2 objectifs de location et d'animation à développer et tout à faire, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, février 2018, je suis embauchée. Décembre 2018, on commence le chantier. Voilà un peu pour les étapes. Aujourd'hui, donc là, vous pouvez aller, voilà, donc là, c'est les maquettes effectivement du chantier, hein, enfin d'après-chantier, de comment on se projetait sur le projet. Et vous pouvez aller à la diapositive, voilà. Donc là, vous pouvez voir la réhabilitation.
Donc, notamment, voilà, on a un bâtiment qui est au niveau architectural est pas très beau à l'extérieur. Donc, on a travaillé avec des artistes de street art et la épître. Et donc, là, vous voyez donc, sur la droite, la réhabilitation. Donc, tout ce qui concerne la réhabilitation est ce que vous voyez en bois. Donc, on a réutilisé les anciens vestiaires qui étaient au rez-de-chaussée. On les a transformés en bureaux. Et donc, les 2 rambardes que vous voyez, donc on a créé un premier étage en posant des box en bois et on a créé un deuxième étage aussi de la même façon. Et donc, vous avez ces grands escaliers. Donc, on a cassé le grand bassin pour en faire une espèce d'auditorium multifonctionnel en créant des gradins au centre. Donc, en haut, vous avez le grand bassin et en bas, le petit bassin. Voilà. Donc, aujourd'hui, le lieu est géré par une association qui s'appelle Collectif Piscine. On a aujourd'hui 30 locataires, donc on appelle des résidents, qui représentent une centaine de personnes. Dans le fonctionnement, nous avons des espaces partagés, donc des salles de réunion, une boutique éphémère, une cuisine partagée et les bassins, voilà, qui servent à beaucoup de choses. Les résidents, donc locataires, sont sélectionnés sur dossier et sur critères. Donc au niveau des critères prioritaires, on privilégie tout ce qui est création d'entreprise. Les activités appartenant au champ de l'ESS, les activités culturelles, les activités innovantes et évidemment l'aspect collaboratif dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des apports collaboratifs est très important aussi en fonction de ce que peut nous amener un résident, évidemment, et ça va prioriser sa sélection. On a bien respecté donc, le cahier des charges sur la mixité des résidents. Donc aujourd'hui, on est sur un tiers d'associations, un tiers d'entreprises et un tiers d'artistes, donc qui cohabitent et travaillent ensemble. Nous sommes partis sur un bail reconductible d'1 année. Donc là-dessus, on n'a pas d'habitude en fait, et on n'a rien imposé dans le règlement intérieur. C'est-à-dire qu'on ne se considère pas comme certaines pépinières d'entreprise où effectivement le contrat c'est 3 ans. Nous, pas du tout. Si ça se passe bien et si effectivement on a un résident qui est dans les critères et qui s'investit vraiment dans la philosophie du lieu, on va le garder. Après, voilà, les raisons pour ne pas garder un résident, ça va être des raisons économiques où on va se rendre compte que effectivement le résident n'a pas forcément la philosophie du lieu. Voilà, mais les baux sont reconductibles assez facilement. Aujourd'hui, on a 3 salariés sur l'association. Donc, on a un gardien qui vit sur place, une secrétaire et donc moi au poste de direction. On a donc inauguré le lieu au mois de février 2019. Donc, avec la crise actuelle, on a vraiment eu une seule année pleine de fonctionnement. Qui est très positif puisqu'on a eu 30 000 visiteurs. Donc, je vous avoue qu'on s'était dit que si on en avait 10 000, on était content. Alors là, pour le coup, c'est une très belle surprise. On est assez content de ce chiffre. Chose importante pour ce type de lieu, on a un pôle restauration qui est très important parce que forcément, c'est le cœur du lieu. Donc, les résidents s'y retrouvent, mais le public s'y retrouve. On a des gens de l'extérieur qui viennent y manger. L'après-midi, viennent y faire des réunions, boire un pot. Ça, pour la convivialité du lieu, c'est quand même un élément qui est très important. Et on a un turnover de locaux à peu près à hauteur de 10% en permanence. Ce qui est pas mal parce que ça nous permet de ne pas être cloisonnés et en permanence de réintégrer des projets innovants et qui nous intéressent. La programmation, donc là, vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, cette mosaïque, elle est vraiment représentative de ce qu'on a vécu pendant 1 an à la piscine. La programmation est très, très foisonnante, très éclectique. Donc, on a des ateliers, des soirées d'ensemble, des conférences, des spectacles. J'aime bien donner cet exemple qui est assez caractéristique. Chez nous, par exemple, sur une même journée, à 19h, on a proposé une conférence sur la fin de vie, donc sujet pas facile à aborder, mais en fait, on a eu énormément de monde. Donc, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui intéressait les gens. Et 2 heures après, on avait un gros sound system reggae. Donc, la piscine, pour nous, c'est ça, quoi. Voilà. C'est comment on croise les publics, comment on propose des choses extrêmement différentes pour qu'à un moment donné, chaque habitant puisse se dire bah, tiens, moi, ce truc, ça m'intéresse, j'y vais.
Donc ça, là-dessus, la mission, elle est déjà gagnée, j'ai envie de dire, puisque effectivement, on a des propositions très foisonnantes. Un point financier, alors moi, je vais plus rester sur le fonctionnement. Quoique sur le bâti, vous dire quand même que nous, en termes de calcul, le coût total de la réhabilitation reste quand même moins cher que si on avait fait du neuf. Donc ça, c'est quand même important. Vous dire aussi que les loyers payent strictement les charges. Donc j'entends par charge les fluides, le ménage, l'entretien technique du bâtiment. Et on arrive aussi à financer le salaire du gardien avec uniquement les loyers qui sont quand même modérés. Donc aucun bénéfice sur les loyers. Il a fallu évidemment, là on paye nos charges, mais à un moment donné, on a besoin de développer des projets. Donc on a développé une activité liée à l'événementiel, c'est-à-dire qu'on loue le lieu. Et moi, je propose en fait aux entreprises qui louent le lieu des événements clés en main en utilisant les compétences des résidents. Donc là, vraiment, on a choisi de développer une économie ultra locale. Donc là, c'est intéressant dans la gestion du collectif parce que là, on travaille tous ensemble professionnellement pour un même projet. Sachant quand même que pour ceux qui sont en montage de projet, la première année de fonctionnement, elle est très raide puisqu'on n'est pas autorisé à faire de demande de subvention en fonctionnement la première année. Donc, c'est vrai que nous, on en était au point où on n'a même pas acheté un timbre. Donc, c'est vrai que voilà, la première année est quand même un peu complexe, mais on s'en sort. Voilà. Au niveau des freins sur le montage de ce projet, alors moi, dans ma tournée des lieux sur le montage du projet, effectivement, j'avais été un peu interloquée sur la pauvreté un peu des documents juridiques. Pourquoi? Parce que souvent, quand on monte un projet, on est assez seul. C'est des postes qui demandent multi-compétences. Il faut être bon en immobilier. Enfin, voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment milité pour être accompagnée par un avocat, puisqu'effectivement, on monte des lieux nouveaux, des fonctionnements nouveaux. Donc, juridiquement, il faut quand même pouvoir s'y retrouver. Donc, voilà, pour moi, un des conseils que je peux donner, c'est vraiment de se faire accompagner par des professionnels. Donc, le cadre juridique était assez lourd. Il faut écrire des statuts d'association, le règlement intérieur, la convention de mise à disposition précaire, donc qui est notre bail. Voilà, et l'association a signé une convention de mise à disposition de locaux entre la mairie et l'association, donc qui est le bailleur. Et on a inventé également la charte des apports collaboratifs, donc qui engage les résidents sur le troc et sur ce qu'ils vont amener à la structure. Ça, c'était important pour nous que ça soit quand même contractuel. Un des freins, c'est que le projet se montait et se développait administrativement en même temps que le déroulement du chantier. Donc ça, c'était un peu complexe parce qu'il fallait imaginer un fonctionnement spécifique, sachant que nous, on a voulu quand même donner une certaine autonomie aux résidents pour baisser les coûts aussi de fonctionnement. On a quand même des locataires qui ont accès à leurs locaux en autonomie 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Voilà, donc ça, c'était parfois complexe d'adapter en permanence ce fonctionnement prévisionnel au déroulement du chantier. Le plus gros frein et les plus grosses frayeurs qu'on a eues, c'est auprès des institutions. Alors peut-être qu'aujourd'hui, les projets similaires rencontreront moins ces difficultés parce qu'aujourd'hui, ce type de lieu est plus connu. Mais on a eu des grosses difficultés auprès de la préfecture et du SDIS. On a beau arriver avec un dossier béton construit par une mairie quand même, donc avec des professionnels derrière, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup d'initiatives portées par des habitants. On a senti la frayeur dans les services de sécurité et de la préfecture. On avait l'impression d'être une bande de potes qui allait monter un squat. On ne comprenait pas pourquoi, parce que vraiment, on avait vraiment l'impression que nos dossiers quand même étaient sérieux. Mais voilà, on a rencontré pas mal de difficultés à ce niveau-là. Et peut-être un point, peut-être sur l'ERP, Thomas, sur tout ce qui est lié à l'ERP, on y reviendra peut-être après, je ne me souviens plus. Oui, on pourra, dans les questions, peut-être. Voilà. Je pense que sur le fait qu'on soit ouvert au public pour les porteurs de projets, on peut peut-être y revenir parce que ça, c'est un élément qui est important. Une des difficultés, c'était aussi de travailler avec la projection de se dire qu'on allait avoir 30 ou 40 entités
avec des activités différentes et des besoins différents. Donc ça, pour définir la nature, pour ceux qui connaissent les équipements recevant du public et la détermination de la nature des locaux, c'est compliqué. Hein. Tiens, on va imaginer un commerce là, on va imaginer un Fab Lab là. Voilà, ça, c'est pas simple. À un moment donné, il faut arbitrer. Dans le fonctionnement, comment on fait cohabiter un lieu où des gens travaillent avec un lieu où la deuxième mission principale, c'est l'animation envers et contre tout. Donc ça, dans le fonctionnement, c'est quand même pas simple. Un lieu atypique, puisque nos lieux communs sont des bassins, donc on a gardé quand même en l'état. Donc, notamment, les fonds des bassins sont inclinés. Donc, voilà, on ne peut pas accueillir tout type de projet. Voilà, et l'autre frein, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, ça c'est concernant les chargés de projet qui parfois sont un peu isolés quand même face à l'ampleur du projet. Hein. Encore une fois, vous arrivez dans une piscine désaffectée avec des rats, tout est à construire et ça touche à énormément de domaines. Donc là, faut pas hésiter à s'inscrire sur des dispositifs. Hein. Il y a pas mal de dispositifs d'accompagnement qui existent aujourd'hui, à rencontrer d'autres porteurs de projets. Ça, c'est hyper important. Et je vais terminer parce que je pense que j'arrive au bout de mon temps de parole sur les leviers. Donc, ça, c'est plus positif. Alors, le levier d'une réhabilitation d'un lieu comme la piscine, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est un lieu qui a une histoire de vie où l'humain est déjà très, très fort. Donc, ça, c'est ultra positif. Un projet qui est créé par et pour les habitants. Donc là, on revient encore à l'humain. Une démarche municipale, ce qui est rarement le cas dans ce type de projet. Donc, malgré tout, derrière, on a quand même voilà, des moyens humains et de compétences. On a travaillé avec un architecte donc, qui s'appelle Julien Belair, qui était quelqu'un qui avait l'habitude de travailler, qu'on appelle un architecte social, donc qui avait créé le 6B à Saint-Denis. C'était assez précurseur à l'époque. Donc, on avait quand même un architecte qui comprenait bien notre projet et les objectifs qu'on souhaitait atteindre. Et un des leviers, c'est qu'on a souhaité sélectionner les futurs locataires 10 mois avant l'ouverture du lieu, afin qu'ils puissent co-construire avec nous ce projet. Donc forcément, quand on a des gens qui sont à côté de nous pour porter avec nous le projet, évidemment, on va plus vite et les réflexions sont plus intéressantes. Un lieu inspirant, hein. Enfin, voilà, moi j'ai un gros coup de cœur pour ce lieu, donc ça donne des idées, voilà. Et puis voilà, c'est des projets passionnants. On réinvente les choses avec les habitants. On essaie de se projeter avec beaucoup de modestie sur un nouveau fonctionnement de la société. On espère apporter un peu quelque chose de différent en collectif. Donc ça, c'est très très motivant. Et enfin sur le fait de reproduire de façon identique ce type d'opération. 1800 tiers-lieux sont répertoriés en France. Chacun a son fonctionnement. Et pour moi, ça reste quand même, le fonctionnement reste très lié à l'équipement qui est réhabilité, forcément. Et aussi, il répond à des enjeux de territoire. Donc, pour moi, copier-coller le fonctionnement d'un projet, non. Par contre, fortement s'inspirer les uns des autres, bien évidemment. Ça me semble évident. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout du temps imparti. Merci. Merci Marion. Donc, nous allons donner la parole à Vincent Roy qui va nous présenter le projet Make It Marseille. Je remets. Je laisse la parole. Hop. Bonjour. Voilà, vous avez la main normalement. Bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend et ouais. Vous avez la main. Tac, tac. Ah oui, ok. Ok. Donc, Vincent Roy, je suis cofondateur d'un lieu qui s'appelle Make It Marseille, qui a bientôt 5 ans. Une initiative privée. Bravo pour la piscine d'en face, la magnifique projet à découvrir à l'occasion. Nous, on est sur donc une initiative privée, on va dire plus modeste, en tout cas en termes de superficie. Je sais pas, la piscine d'en face, je sais pas en termes le métrage, mais c'est conséquent.
Nous, c'est un lieu plus modeste en centre-ville, 450 mètres carrés, avec une ambition initiale de proposer ce qui s'appelle aujourd'hui un makerspace, c'est-à-dire un mix entre coworking, c'est-à-dire des bureaux partagés, et des ateliers équipés où on vient fournir les machines à une population d'indépendants essentiellement. Donc indépendants de la création au sens large. On a commencé le projet en 2013 sur en fait un état des lieux, une rencontre de potentielles personnes qui pouvaient être dans les locaux, en gros une étude de marché assez précise, et ce qui nous a permis en parallèle de monter le business plan et puis de rencontrer les différents acteurs qui pouvaient être à même de cofinancer ce genre de projet. On a travaillé 2 ans et demi sur le projet avant de trouver le lieu, beaucoup de temps pour trouver ce lieu. À l'époque, aujourd'hui, le coworking, c'est quand même assez, c'est très, très, très développé pour la plupart du temps des projets de type projet immobilier, enfin spéculation immobilière, sur de la bureautique uniquement. Là où nous, on se positionnait sur à la fois du bureau et des ateliers partagés. Et il y avait, en tout cas pour ma part, j'ai rencontré pas mal j'ai passé beaucoup de temps à évangéliser un petit peu les différents acteurs que j'allais devoir convaincre pour m'accompagner sur le projet. On a ouvert en 2016, après des travaux qui ont duré que 3 mois. Je vous montre les locaux. En fait, le local, donc en centre-ville à Marseille, initialement, c'était un lieu plutôt de nuit. Ce que vous voyez là est la salle principale. Je vous montrerai ce qu'on en a fait après. C'était une salle de concert. Un deuxième espace qui était un bar associatif, et donc du coup avec une programmation, mais plutôt également le soir. Et puis d'autres espaces, on va dire un petit Emmaüs, quoi, un trilogique, c'était une recyclerie, pardon. Et puis des espaces après qui étaient mal utilisés, en tout cas au moment où on a récupéré les locaux. L'association qui y était, ça faisait 10 ans en fait qu'ils utilisaient ce local-là, et ils arrivaient à un moment où ils avaient envie initialement de passer la main pour que le projet perdure, mais finalement ils n'ont pas trouvé de repreneur, et donc c'est là qu'on s'est positionné. Quand on a fait notre recherche de local, on a évidemment été voir les acteurs classiques, agents immobiliers. On a été voir également la mairie qui possède pas mal de locaux. Bon, finalement, ça n'a pas. On a été voir également Euroméditerranée, puisque à Marseille, il y a quand même depuis 25 ans un gros projet public-privé de renouvellement urbain sur toute une moitié nord de la ville. Mais ça n'a pas non plus abouti, et finalement c'est le bouche à oreille qui a fait qu'on a été mis dans la boucle de la passation de ce local-là. Voilà ce qu'on en a fait, en tout cas pour ce qui est du plan. En fait, nous, le lieu, je vous l'ai dit, sa principale activité, on va dire pas la principale, mais étant plutôt l'activité la plus visible, donc c'est d'accueillir des professionnels, des indépendants, essentiellement pour faire que Make It Marseille soit leur lieu de travail à plein temps ou à temps partiel, avec une moitié à droite que vous voyez qui est plutôt bureau et une moitié à gauche qui est plutôt atelier, avec une réflexion sur notamment l'espace sonore. C'est-à-dire que ce que vous avez à l'extrême à droite est le lieu le plus calme de travail, et ce que vous avez tout en haut à gauche est le lieu où il y a des machines les plus bruyantes, avec un atelier bois notamment. Donc, on se retrouve à la lisière entre du coworking, atelier partagé, et une dimension qu'on pourrait qualifier de Fab Lab aujourd'hui, avec des machines à commande numérique. Pour vous donner de la visibilité, voilà ce qu'on en a fait. Ça, c'était la salle de concert que vous voyez dans le petit encart en haut à droite. Ça, c'est la salle aujourd'hui quand elle est vide de personnes. Mais en tout cas, voilà la disposition qu'on en a fait, avec une cuisine partagée, avec un mobilier plutôt facilement modulable pour pouvoir accueillir des séminaires, des workshops, des entreprises, faire de l'événementiel également, de manière ponctuelle, mais c'est une partie de notre activité. Le fond à gauche que vous voyez être une partie salon en temps normal, en fait, le mur blanc, c'est ce qu'on appelle un cyclorama, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle, et ça nous permet de faire des shootings photos, important pour la réalisation pour montrer la réalisation de nos membres qui sont dans une optique professionnelle et donc du coup une optique de vente de leurs produits. Donc voilà, un aspect programmation.
l'espace calme de travail où je me situe actuellement là, et donc là c'est du coworking classique. Et puis ensuite salle de réunion, et puis là un premier espace, un premier atelier qui est lié à la petite confection de dessus. Dedans on va retrouver du textile, de la bijouterie, du mobilier ou de l'objet de décoration, encadrement d'art. Enfin, en fait, après, ça fluctue en fonction des différents membres qui y sont aujourd'hui. Un atelier bois avec machine traditionnelle, machine à commande numérique. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis sur. Voilà. Aujourd'hui, donc je vous disais, ça fait 5 ans qu'on a ouvert. Nous sommes 4 à gérer le lieu, 2 cofondateurs et 2 salariés. Un salarié qui est, on va dire, chef d'atelier. En gros, il s'occupe de toute la partie technique de l'atelier, il est designer de formation. Et une personne qui a 80% de son temps, qui est plutôt sur la partie accueil et qui nous aide sur la partie administrative et communication. Les différentes activités, aujourd'hui on a une soixantaine, entre 50 et 60 membres, pas à plein temps, hein, on est dans l'espace partagé, il y a très peu d'espace privatif, si ce n'est quelques bureaux qui sont dédiés à des personnes ou des établis ou des espaces de stockage, mais sinon tout est plutôt du bien commun, partagé de manière assez souple. On a différentes activités sur l'aspect du lieu et des membres qui viennent utiliser le lieu. On est sous forme, alors c'est pas un bail, c'est un contrat de prestation de service sur un engagement court. On est sur le 30 jours fin de mois. En gros, nous, on a maximum 2 mois de visibilité sur l'engagement des personnes qui viennent ici. On a souhaité ça, non pas pour se mettre en danger, mais pour coller un petit peu à la réalité du public auquel on s'adresse, qui sont plutôt c'est une population qui, pour partie, est en création d'entreprise, autre partie a une activité qui fluctue et est très attachée à sa liberté. Et donc, du coup, on a reflété ça dans nos conditions de vente. Ça, c'est une première activité. Donc, des membres qui viennent payer un abonnement. Ça couvre une partie de nos charges, pas uniquement. Là, je dirais que sur ce type de projet, pour que ça vienne, d'ailleurs, la piscine d'en face en est un exemple, pour que ça vienne couvrir la totalité des charges, en fait, il faut passer un certain cap au niveau de l'échelle et de la dimension des locaux. Donc, on complète ça par d'autres activités. Et par les temps qui courent, on est plutôt content d'avoir plusieurs activités. On a lié au lieu toujours une activité de programmation. Donc, on donne des formations plutôt techniques ou professionnalisantes, enfin pas professionnalisantes, mais dans une optique d'acquérir des compétences ou compléter les compétences nécessaires au développement de son activité. Le lieu est aujourd'hui, Make It Marseille est aujourd'hui identifié comme étant un lieu ressource, tant en termes de machines, mais surtout de personnes et de compétences. Donc, du coup, on reçoit tous les jours des demandes de réalisation, ce qu'on appelle l'activité de production. Et donc là, il y a plusieurs schémas qui se dessinent. Soit la demande fait appel à, en final, la compétence ou les compétences de quelques membres. Donc, du coup, on route la demande vers les membres. Et on prélève une commission d'apporteurs d'affaires. Sinon, c'est Make It Marseille qui répond directement au projet. Et soit c'est Make It Marseille qui réalise, donc l'équipe qui réalise, avec ou sans des membres. Donc, ça dépend en fait du projet, de la grosseur du projet. Et donc, nous, on va plus jouer le rôle de chef de projet sur des projets conséquents. Donc ça, c'est l'activité de production. Et puis ensuite, on est plus à travailler sur 2 autres activités. Un, de tout ce qui est lié à la reconversion professionnelle. Je ne l'ai pas dit en préambule, mais on a articulé nos activités autour de la thématique de la transition du monde de travail, comme vous le voyez là. Transition du mode de production, parce qu'en fait, on a à la fois des artisans, mais de plus en plus, on leur propose en tout cas d'inclure du numérique dans leur production et donc du coup de les former à ça, donc transition de production, et puis transition également reconversion professionnelle. Donc on accompagne des groupes de personnes à la reconversion professionnelle, donc c'est du coaching collectif.
Et puis, cet ADN de transition, on le transmet également à des entreprises qui souhaitent avancer sur une problématique de créativité des équipes, esprit d'innovation, mettre de plus d'horizontal et de collaboratif dans leurs entreprises, au sein de leurs équipes. Et donc là, on anime des workshops avec des techniques qui font appel à l'intelligence collective, au design thinking et autres, qui permet de petit à petit faire évoluer le mode de travail des entreprises qui sont plutôt classiques jusqu'à présent. Et puis, dernière activité où on loue ponctuellement nos salles pour des séminaires et des réunions, je dirais, c'est du complément. Voilà, succinctement, Make It Marseille, et avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Alors, nous avons déjà, merci pour votre intervention, Monsieur Roy. Nous avons eu déjà une question concernant, maintenant nous allons consacrer un temps d'échange suite à ces deux interventions. Nous avons une question qui, je pense, vous concerne vos deux projets sur les aides financières pour réaliser vos équipements, notamment pour Madame de Rosier, si en tant que collectivité, elle a bénéficié d'aides du département, de la région, de l'État, et à quelle hauteur. Et vous, Monsieur Roy, par rapport à vos projets, est-ce que vous avez pu aussi avoir des aides, peut-être de la Chambre de commerce ou d'autres structures, pour que vous puissiez mener à bien votre projet? Je vous laisse répondre. C'est pas Marion, si… Oui, je commence. Alors oui, on a eu une aide de la région et également de la Fondation des aéroports de Paris. Alors la hauteur, je n'ai pas en tête puisque ce n'est pas moi qui ai fait ces demandes, ça a été fait avant mon arrivée. J'ai un tableau quelque part que je peux vous retrouver, ça c'est quelque chose que je peux vous donner après, mais je n'ai pas en tête, sachant que de mémoire, ça devait représenter peut-être 15% du budget de réhabilitation. Voilà. Nous, en fait, par choix… Pardon? Non, je posais la question à Marion concernant la hauteur. Je pense que la collectivité aussi a participé. C'est un projet municipal. Donc, effectivement, voilà, le reste du budget a été porté par la collectivité. Oui, tout à fait. D'accord. Et le département peut-être est intervenu aussi sur ce projet? Non. Pas du tout. Ni le département, ni l'agglo. D'ailleurs, ça nous agace parce que tout le monde pense qu'on est une structure communautaire alors que pas du tout. Là, on est vraiment sur une démarche purement municipale. D'accord. Je vous remercie. Et nous, comme je vous l'ai dit en préambule, en fait, on a un projet entrepreneurial. Les deux cofondateurs, en fait, on est mari et femme dans la vraie vie, donc on est pieds et poings liés dans le projet. On a été initialement, moi je voulais pas que le modèle dépende de subventions, même si aujourd'hui ça fait 2 fois que la région nous a aidés en fait à mis en place des programmes d'aide à des structures telles que la nôtre, tiers-lieux, qui permettent d'aider les personnes à travailler sur les thématiques d'innovation notamment. Mais initialement, nous, on a été chercher plutôt du financement privé, donc on en a mis de notre poche. On a été chercher il y a 2 organismes qui nous ont suivis, 2 organismes bancaires, l'un plutôt classique, c'est le Crédit Agricole, et l'autre qui est la NEF, Nouvelle Éthique Financière, qui a vu à juste titre dans notre projet un projet qui répondait ou qui contribuait, je dirais, à des enjeux sociétaux. Ouais. Et puis, à titre personnel, on a profité, mais c'est pas grand-chose, mais ça aide toujours, d'aide de la part de France Active et de Cap Innovation, qui est aussi une filiale de Crédit Agricole. Donc, en gros, financement personnel, prêt bancaire, Crédit Agricole, la NEF, et puis des petites aides à la création d'entreprises de France Active et Crédit Agricole. D'accord. Peut-être aussi un mot sur la question de l'architecture et de la façon dont on adapte les usages au bâtiment. C'est vrai qu'on est sur des projets de reconversion de sites. Donc, contrairement à la construction d'un nouvel équipement, quand on veut construire un collège, on sait qu'on veut faire des salles de classe, un préau, etc. Donc, l'architecte arrive à définir le bâtiment en fonction des usages. Là, on est sur
un fonctionnement inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un lieu et il faut en fait réussir à adapter les usages. Alors, c'est un petit peu différent sur vos deux projets, puisqu'en fait, sur la piscine d'en face, le lieu était donné, le terrain de jeu était donné avec une piscine et comment, en fait, à partir de là, il y a eu ce travail de concertation, de réflexion sur les usages possibles. Pour Make It Marseille, c'était un peu différent puisque en fait, vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire et vous étiez ensuite à la recherche du lieu, même si derrière, le lieu trouvé a ses contraintes, etc. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir aussi votre éclairage par rapport à comment le lieu guide la reconversion par rapport à ces contraintes structurelles et aussi des contraintes réglementaires. On parlait de mise aux normes par rapport à l'accueil du public, par rapport aux documents d'urbanisme éventuellement, et comment la mairie ou les réglementations communales ou nationales vous ont aussi posé problème pour reconvertir ces lieux-là. Je vous laisse répondre, Vincent. Ok, merci. Alors nous, effectivement, suite aux 2 ans de travail en amont de l'ouverture du lieu, on avait une idée de à peu près ce qu'on voulait faire. Et on avait notamment une problématique d'accessibilité pour pouvoir être livré. On se fait régulièrement livrer des panneaux de bois. L'artisanat fait qu'on a besoin d'avoir une certaine accessibilité, je dirais, matérielle. Donc du coup, le fait que ce soit en rez-de-chaussée, ça c'était un plus. Il y a des grandes ouvertures, c'est un plus. C'est très haut de plafond, c'est un plus. Il y a plutôt des gros volumes, toujours à notre échelle à nous, évidemment, mais il y a toujours plutôt des gros volumes. Et une fois qu'on a trouvé ce lieu, on a plus. Après, il n'était pas question. On est locataire, donc il n'était pas question non plus de. Il fallait faire des travaux de manière raisonnée, je dirais. Et puis les contraintes financières aussi que faisaient on devait faire des travaux on a choisi de faire des travaux de manière assez courte. Les locaux ne permettaient pas d'aller chercher une classification ERP. Nous, on est sur on a un lieu de travail, donc on est resté là-dessus. Et donc du coup, tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre d'activités professionnelles, et ce qui nous a permis de se satisfaire de ce lieu qui avait d'autres contraintes par ailleurs. Concernant la piscine d'en face, vous aviez terminé? Oui. Ouais. Concernant la piscine d'en face, comme je disais tout à l'heure, on avait quand même un lieu hyper inspirant. Donc, il y a eu des projections naturelles qui sont faites un peu pour tout le monde, donc notamment les 2 bassins qui étaient une évidence pour tout le monde, comme des forums, des lieux de retrouvailles, de rassemblement. Donc ça a été tout de suite un peu évident. Après, nous, effectivement, on a converti donc, les vestiaires et les anciennes douches en locaux individuels, puisque c'était le projet de base. Après, on a un peu triché puisqu'on a créé les deux étages que je vous montrais tout à l'heure, donc avec les rambardes en bois. Ça, c'est de la création pure. On a créé effectivement ces bureaux, ces box en bois et ces 2 étages pour répondre au projet. Techniquement parlant, une des phases qui a été importante, ça a été de vider la salle des machines qui traitaient le chlore. Donc là, c'est des énormes machines. Voilà. Donc ça a été une phase assez importante. Et donc, ça se situe au sous-sol. Et depuis, on y a créé des studios musique de répétition. Voilà, donc c'est pas évident, mais c'est le métier de l'architecte, j'ai envie de dire. Donc voilà, nous concernant, on est hyper satisfait de la réhabilitation, et l'utilisation du bois est super importante. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent nous disent waouh, c'est super apaisant le bois. Donc il y a aussi toute cette réflexion autour de l'ambiance qu'on souhaite donner au lieu par rapport au projet qu'on souhaite y mettre. Voilà. Après, pour revenir effectivement sur les ERP, donc moi, quand j'ai rencontré pas mal de lieux pendant le montage du projet, j'ai effectivement été surprise que systématiquement, on doive prendre rendez-vous, sonner, être accueilli par quelqu'un. Et après, moi, j'ai rapidement compris pourquoi. Nous, un des enjeux du projet, donc on est une ville de grande ceinture.
Pour le coup, c'est assez innovant pour une ville comme la nôtre de proposer un lieu de ce type-là. Et en fait, un des enjeux, c'est qu'on souhaitait avoir un lieu de vie pour les habitants, un lieu voilà, où ils puissent venir hors de la programmation, surtout au bar, on a une bibliothèque partagée, donc prendre un bouquin, venir faire un jeu. On n'avait pas ce type de lieu sur la ville. Donc, on a vraiment voulu être ouvert au public tous les jours. Donc, on est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h au public et bien plus quand on y ajoute les événements. Et finalement, j'ai compris pourquoi le lieu était ouvert en permanence au public, parce qu'effectivement, là, on s'est confronté aux SDIS. Et alors, accueillir du public tous les jours, effectivement, demande un aménagement en termes de sécurité sur le bâtiment qui est draconien. Donc, ça a des coûts aussi, évidemment. Donc, ça coûte beaucoup plus cher d'accueillir du public au quotidien. Et nous, on a l'obligation, sur toute ouverture au public, d'avoir ce qu'on appelle un SIAP. Donc, c'est des agents de sécurité incendie. Pour ceux qui ne connaissent pas, on en voit souvent dans les centres commerciaux. Ils sont en uniforme un peu pompier. Donc, ça coûte cher. C'est une formation qui coûte 10 000 euros. Et dès lors que nos portes sont ouvertes au public, il faut qu'on ait un SIAP en permanence. Donc, voilà, tout ça, c'est des coûts importants. Voilà. Mais pour nous, ça restait un axe très, très important de pouvoir être un lieu d'accueil pour les lycéens, pour tout le monde, quoi. Vraiment d'être un lieu de retrouvailles. Très bien, merci. Il y a une question sur le chat sur le coût total des projets, de vos projets. Alors, je ne sais pas si ça donnera des indications, mais peut-être tout à l'heure, Marion, vous parliez du coût de la reconversion par rapport à s'il aurait fallu reconstruire un nouveau lieu. Peut-être avoir un élément de réponse peut-être plutôt sur ça, sauf si voilà, vous avez des éléments de coût à donner, mais sinon peut-être sur aussi ce rapport entre la reconversion d'un site et la création, et l'alternative qui est la création d'un nouveau bâtiment. Alors, même chose, ça faudrait que je retourne dans mes dossiers parce que j'ai le comparatif effectivement entre le coût du neuf au mètre carré et ce que la réhabilitation de la piscine a coûté, aujourd'hui vaut au mètre carré. Malheureusement, je ne l'ai pas en tête. Par contre, en termes du chantier de réhabilitation totale, on est sur une enveloppe de 3 millions d'euros. Ah bah c'est bien, on est sur une enveloppe sur un ratio de 1 à 10. on est sur 300 000 euros, ouais. Vous avez combien de mètres carrés? On a 3 000 mètres carrés. Ok. Nous, on a 450, ouais. Ok. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. D'avoir ça. Est-ce qu'il y a d'autres… Vous avez aussi des coûts de fonctionnement, Marion, là, par rapport au fonctionnement de la structure? Alors, nous, on fonctionne avec un budget environ de 150 000 euros. D'accord. Et Vincent, vous avez pu estimer le fonctionnement de la structure? Nous, on est moindre, on est plus… Ouais, faudrait que je retrouve les chiffres. Non, une enveloppe globale, mais pas forcément dans le détail. Ouais, de la masse. En fait, en gros, nous, les deux cofondateurs, on a une rémunération variable. Sinon, on a 2 salariés et plus les loyers et tout ça. Faudrait que je sais des bêtises. D'accord. Oui, c'est essentiellement les coûts salariaux plus l'occupation de la structure. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là, des participants, des webinaristes sur le chat. On ne voit plus arriver de questions, mais moi, j'en ai une là, pour vous deux, Vincent et Marion. Voilà, a priori, votre projet a été une grande aventure humaine, parfois semée d'embûches, j'imagine, pas toujours facile à mener. Et voilà, si c'était à refaire ou s'il fallait faire un nouveau projet, reconvertir un nouveau lieu ou développer voilà, ce que vous avez déjà construit, comment vous imaginez éventuellement vous relancer dans un autre projet ou poursuivre différemment? Voilà, quelles sont un peu vos perspectives et vos envies sur ce genre de projet? Alors moi, j'ai un peu de mal à parce qu'un an de fonctionnement sur un projet comme ça, c'est peu.
Et on a encore énormément à faire, notamment toute la partie développement de projet, justement. Aujourd'hui, OK, les 2 missions principales fonctionnent. Les locaux sont quasiment pleins. La programmation tourne à foison. Je refuse tous les jours, hors contexte actuel, des propositions d'animation, de programmation, parce que les plannings sont à craquer. Cependant, moi, là, ce qui m'intéresse et ce qui me manque aujourd'hui, c'est le développement de projets un peu de fond, qui demandent un peu de financement, justement. Donc, c'était un peu notre problème, comme je le disais tout à l'heure, sur la première année. Moi, je crois que sur un futur projet, j'aurais envie d'une dimension peut-être, d'y associer une dimension peut-être un peu plus sociale. Voilà, elle existe de par le fait de la sélection de nos résidents. On a beaucoup de locataires qui sont issus notamment d'insertion professionnelle, etc. Elle existe à différents niveaux parce qu'on travaille, là on commence à développer des projets de fonds sur le thème de l'inclusion. Donc voilà, mais moi j'aurais peut-être envie moi je viens du culturel mais plus du socio-culturel. Je crois beaucoup en l'éducation populaire notamment. Donc peut-être apporter une dimension plus au niveau de l'éducation populaire, comme peut le faire notamment Coco Gelten, voilà, qui devait être présent aujourd'hui, ou plein de lieux, voilà, peut-être plus dans ce sens-là. Après, j'aurais du mal à passer à un lieu qui soit plus neutre qu'une piscine. Encore une fois, c'est assez c'est motivant tous les jours de se rendre dans ce lieu et tous les jours on est étonné en fait par ce lieu. Donc en termes, voilà, j'aurais du mal, je pense, à aller dans des locaux un peu lambda et encore plus neufs. Alors là, j'aurais encore plus de mal. Et nous, nous c'est clair que c'est une aventure extraordinaire, hyper humaine et plein de rebondissements. Clairement, on le savait, mais le fait de s'embarquer dans une aventure comme ça en tant que couple, c'est aussi un investissement supplémentaire. Donc peut-être à l'avenir, si c'était à refaire, ce serait aussi de s'entourer davantage. Et puis, il y a des envies qui pointent sur le contexte lié à Marseille, de tourner un lieu comme ça sur le monde de la mer. Mais ça, c'est plus dans on va dire, du moyen terme. Ok, très bien, merci. Très bien. Peut-être avant de conclure, il y a encore une question là qui vient d'arriver. C'est sur un peu l'accompagnement d'ingénierie, d'experts. Voilà, vous avez parlé d'avocats tout à l'heure, mais en termes peut-être d'architectes ou techniques de construction, d'aménagement, enfin voilà. Est-ce que vous avez eu recours à des partenaires de l'ingénierie spécifique pour ces projets de reconversion ou voilà. Voulez-je répondre, Marion? Allez-y. Alors moi, je ne l'ai pas précisé, mais avant de parler ingénierie, au moment du montage financier, en fait, moi, j'ai été chercher une fondation qui s'appelle la fondation Ernst & Young pour les métiers manuels. EY, aujourd'hui, ils ont une activité juridique, avocat d'affaires, et puis l'autre, c'est plutôt des financiers. Et moi, ça m'a permis de me faire challenger sur mon business plan, lui donner plus d'assises et puis d'être plus crédible au niveau de financeurs. Donc, c'est ce que j'avais cherché. On a été accompagné pendant 2 ans par la fondation. En termes d'ingénierie, moi, je dirais que avant tout, c'est se faire accompagner, en tout cas pour nous, c'était se faire accompagner par des personnes qui ont une approche usage. De toute façon, tous ces lieux, ils sont tournés vraiment usage et qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va vivre le lieu. Et c'est ça qui va, si on arrive à bien réfléchir le projet, c'est ça qui va, en amont, c'est ça qui va faire que derrière le lieu fonctionne. Et donc, on a mis énormément d'énergie sur se projeter de comment on va utiliser ce lieu. Je vous l'ai dit, le lieu, il est grand, il n'est pas grand, et on y fait beaucoup de choses différentes. Et donc, on a conçu du mobilier. Le mobilier, il a été fait sur mesure. On a tout fait sur mesure pour pouvoir avoir cette grande flexibilité. Et ça, c'était avec cette dynamique de se dire il faut pouvoir faire quelque chose qui va vraiment être utilisé et refléter l'activité qu'il va y avoir dans le lieu. Ok. Nous, c'était un cabinet on a travaillé avec c'était plus des designers. D'accord. Concernant la piscine d'en face, non, à part l'architecte qui
qui avait cette expérience puisqu'il avait déjà monté ce type de lieu. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de son expérience. Ça a été très important. Et l'avocat, voilà, avec qui moi j'ai travaillé beaucoup. Là, moi, j'ai travaillé en concertation uniquement avec les services municipaux et je me suis servi des compétences de chacun. Donc, ça réunit beaucoup de monde. Moi, j'avais quand même cette chance de pouvoir travailler avec le directeur des services techniques, avec la directrice de l'urbanisme. Forcément, il y a une proximité qui est beaucoup plus naturelle que quand on est un porteur de projet privé comme Vincent ou un collectif d'habitants. Ça donne une proximité. Donc, c'est du plus. Après, toutes ces personnes-là doivent se réinterroger également, puisqu'en fait, encore une fois, on n'est pas dans des usages usuels. Donc, finalement, on fait appel à leurs compétences, mais moi, je leur posais plein de questions pour lesquelles ils n'avaient pas de réponse. On est un peu les enquiquineurs aussi avec une question bizarre, puisqu'on reste des projets atypiques. Donc, voilà. Mais sinon, moi, j'ai bénéficié, comme je disais tout à l'heure, là, pour les porteurs de projets. Donc, moi, j'ai intégré le programme INES. Donc, à la base, voilà, il y a un prix à l'issue de ce dispositif, mais ce n'est pas le plus important. En fait, le plus important, c'est l'accompagnement qui peut être fait à travers des ateliers par des professionnels. Et surtout la rencontre avec d'autres porteurs de projets, ça c'est hyper important, vraiment je le conseille fortement aux porteurs de projets parce qu'on se sent beaucoup moins isolés. Et puis moi aujourd'hui que la piscine est ouverte, j'accueille ces porteurs de projets que j'ai rencontrés il y a 2 ans et on commence à faire des projets ensemble. Donc ça c'est très, très enrichissant aussi dans le déroulé du projet. Ok, très bien, merci. Merci Marion. On a peut-être encore une dernière question. Après, on se dirigera vers la conclusion puisque nous avons un autre atelier qui s'enchaîne après le nôtre et pour des raisons techniques, nous devrons clore cette session à 10h55. Donc, la question, c'était par rapport à Madame de Rosier, si par rapport à la fréquentation de ce lieu, est-ce que vous aviez touché un peu le public local, si vous aviez d'autres personnes qui venaient fréquenter ce lieu, extra-municipaux, qui viennent d'autres collectivités, enfin, au niveau du rayonnement, est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y avait d'autres publics qui fréquentaient ce lieu? Oui, alors on a un rayonnement presque départemental, j'ose dire. Déjà, l'avantage, c'est que cette piscine, quand elle était en fonctionnement, c'était la piscine du coin. Donc déjà, à l'époque, il y avait effectivement les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois qui y allaient, mais pas que. Il y avait toutes les villes limitrophes, en fait, qui se rendaient à cette piscine, qui était pour l'époque assez grande quand même, assez agréable. Il y a un extérieur avec du gazon. Donc déjà, à l'époque, elle était connue par des habitants de 5-6 villes. Donc forcément, quand on a réhabilité, on a réactivité des souvenirs des gens de toutes ces villes. Donc effectivement, on a des gens de toutes ces villes qui viennent. Et là, effectivement, j'ai des gens qui viennent du sud du département de l'Essonne. On rayonne quand même assez loin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur le département, alors j'ai connaissance de projets là qui sont en réflexion pour ouvrir d'autres tiers-lieux. Mais pour l'instant, on est à peu près le seul lieu similaire. Et l'avantage aussi, c'est que l'éclectisme de notre programmation et des partenaires avec qui on travaille fait qu'eux amènent leur réseau aussi. Donc, tous les réseaux se croisent et effectivement, ça permet de toucher des habitants de villes quand même assez différentes. Oui, il y a un effet boule de neige par rapport à votre projet. Oui, tout à fait. Je pense que Monsieur Vincent Roy aussi, par rapport à votre projet, est-ce que vous avez suscité aussi par rapport à des artisans ou de coworking des vocations? Est-ce qu'il y a d'autres structures qui viennent vous rendre visite, qui vous demandent comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a un impact sur la profession aussi? Oui, alors sur la profession créative, clairement, les lieux comme les nôtres favorisent la création d'entreprise pour moi. Enfin, quand on a, je le dis, engagement faible, coût faible mensuel, forcément, ça incite à se lancer et à se dire on pourra voir plus tard si ça marche ou pas. Après, oui, régulièrement, on est sollicité pour du retour d'expérience, pour la création d'autres lieux ailleurs en France. Ouais.
Oui, donc ces deux projets sont des projets innovants quoi, et pionniers, quoi. C'est un peu ce que nous avons remarqué sur l'ensemble des projets. Voilà, vous êtes tous voilà, des pionniers par rapport à ces expériences. Alors, je vous propose maintenant de conclure ce temps d'atelier. On va peut-être mettre la slide qui correspond. Donc, nous avons donc pu remarquer au travers de ces projets que donc ces reconversions sont dans un premier temps des défis architecturaux où à partir de l'existant, sans démolir, on reconstruit un autre projet par rapport à des usages donc qui au départ c'était une piscine, on en fait un lieu collaboratif, c'était un bar, on en fait un atelier, un espace de coworking. C'est-à-dire que plus les projets avancent, on s'aperçoit que c'est des projets qui font appel à de la co-construction tant au niveau de la conception et de l'imagination qu'après au niveau du fonctionnement et du développement de ces projets. Et ces deux projets aussi nous appellent à penser qu'en fait, ce bâti existant est un atout et non pas du tout une contrainte, sauf bon, marginalement, mais des fois ça a des coûts importants sur les questions relatives à la sécurité et à l'accueil du public, notamment pour les collectivités, pour les grands projets. Donc ça, c'est qu'il faut intégrer dans la réalisation des projets. Et ensuite, on s'aperçoit que ces projets-là, c'est vraiment des aventures humaines, des défis que les porteurs de projets doivent relever jour après jour, année après année, puisque ce sont des projets qui s'inscrivent souvent sur des temps longs. Ces projets aussi permettent de conserver l'histoire et de prolonger l'histoire de ces lieux vers des choses positives et pas qu'ils terminent en friche ou à des lieux un peu abandonnés et dégradés pour la ville. On l'a évoqué aussi pendant l'atelier aussi, c'est des projets qui favorisent l'économie locale, qui permettent de se faire rencontrer aussi des gens qui a priori ne se seraient pas rencontrés, notamment pour le site de la piscine ou même encore pour le Make It Marseille, où finalement on a des designers, nous avons des artisans, nous avons des gens qui se côtoient et qui peuvent aussi tisser de nouveaux projets. Et ça, je pense que c'est aussi un booster social, quoi, et au niveau du quartier. Ce sont des projets aussi qui créent des emplois. Donc, ce n'est pas négligeable à l'échelle de petites collectivités ou même de grandes villes. Et effectivement, aujourd'hui, on manque encore de recul ou de retour d'expérience suffisamment nombreux pour qu'on puisse les développer et faire en sorte qu'ils émergent de manière plus importante à l'échelle des villes, mais aussi des campagnes, puisqu'il y a des projets aussi concernant des renaturations. Donc, il n'y a pas que la ville aussi qui se renouvelle sur elle-même, il y a aussi la campagne. Et voilà, donc je pense que peut-être dans quelques années, on aura peut-être un recul sur l'ensemble de ces projets. On pourra peut-être en tirer les leçons, voilà, bénéficier de l'expérience de tous ces porteurs de projets pour favoriser et créer d'autres projets similaires. Je ne sais pas, Thomas, tu as des choses à rajouter ou... Non, mais moi je voulais remercier donc nos deux intervenants, Marion de Rosier et Vincent Roy, pour leur participation, leur présentation, c'était très intéressant. Et remercier également tous les participants avec les questions et les différents échanges. Donc, les rencontres du recyclage urbain continuent. On a eu un premier webinaire jeudi dernier. On a encore des ateliers dans la journée. Certains d'entre vous sont inscrits à plusieurs ateliers, donc le prochain est à 11 h. Et puis, jeudi prochain, on a à nouveau une série d'ateliers, plus sur les outils, les méthodes, avec trois sujets. Un sujet sur l'urbanisme transitoire. Deuxième sujet sur la façon dont on repère le foncier, comment on identifie du potentiel de reconversion de sites. Et un troisième atelier sur les outils de planification, les documents d'urbanisme, comment ils peuvent être un levier ou parfois malheureusement un frein à ces projets de reconversion. Donc voilà, on vous invite à vous inscrire sur les sites internet de la gamme et du CEREMA pour participer à ces nouveaux ateliers. Voilà, on vous remercie de votre participation. Valérie, c'est un dernier mot peut-être? Non, on vous remercie les intervenants, les participants. Nous espérons avoir répondu à vos questions et éclairer un peu votre chemin sur cette
cette aventure humaine. Voilà, merci. Merci à tous. Merci Marion et merci Vincent. Merci Vincent, merci Merci Marion. Valérie. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.